Mantron, nous sommes à quelques mètres de l'église d'Engelmannshoven sur la chaussée de Liège. C'est ici que vit Theo Stroven. J'avais ici une belle vie. Il n'y avait rien d'anormal. Je n'ai jamais eu de problème avec personne, rien. Jusqu'au 2 septembre. Ce jour-là, en 2008, sa vie va basculer. Sans soupçonner quoi que ce soit, je vais ouvrir la porte et demander ce qui se passe. Il y avait un homme propre, bien soigné. Un gentil jeune homme qui me dit « Je viens payer le loyer de mon frère ». Entre-temps, je réfléchissais. Je me dis « Ça n'est pas possible, il était en train de mentir ». Il est devenu nerveux, il m'a demandé comment je m'appelais. Je lui réponds « Theo Stroven ». Là, il a regardé un morceau de papier qu'il avait en main. Puis, il a mis sa main dans sa poche en faisant quelque chose. Et là, j'ai vu son revolver. Je me suis dit, c'est quand même pas possible. Je cours ensuite vers le grand miroir. J'avais ici une douleur aiguë. Je me tourne vers lui et il tire à nouveau. Là, vous êtes comme un animal sauvage en pleine panique. Vous ne voulez pas mourir, mais c'est ce qui se passe. L'homme d'origine étrangère parlait le français avec un accent. Ce qui était frappant, c'est qu'il portait son arme dans sa main gauche et on ne sait pas comment il est arrivé sur place. Une fois remis sur pied, Theo Stroven prend des mesures de sécurité en plaçant chez lui des caméras de surveillance. Un choix intelligent, car un an plus tard, le 14 juillet 2009, ces caméras enregistrent un manège inhabituel. Vers 3 heures du matin, un véhicule s'arrête devant son habitation. Deux hommes sortent calmement de la voiture. Ils ont la ferme intention de tuer Theo Stroven. Mais cette fois, la méthode a changé. Le carburant qu'il déverse dans le soupirail doit provoquer un brasier et piéger la victime dans son sommeil. Le premier auteur est âgé de 20-25 ans. Il porte des cheveux courts noirs, est athlétique et de corpulence mince. Au moment des faits, il portait une veste de training foncé avec 3 lignes blanches sur les manches, un petit logo à l'avant et un grand dessin visible à l'arrière, probablement l'image d'un animal. Le deuxième auteur est âgé de 25-30 ans, a des cheveux noirs, il est de corpulence normale et était vêtu cette nuit-là d'un polo et d'un pantalon noir. Les auteurs se sont rendus sur place à bord d'un véhicule de type Seat Altea qui était muni d'un attache-remorque. Après 3 quarts d'heure, les deux hommes ne sont parvenus à allumer qu'un petit feu. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils avaient prévu. Prenant le risque de se faire repérer sur cette route assez fréquentée, même la nuit, ils tentent alors un nouvel essai. Je me réveille avec le bruit de la détonation. Je saute de mon lit, paniqué. La porte s'ouvre et la fumée s'échappe directement. Quand on était à l'étage, on a entendu la voiture s'en aller. Le véhicule des suspects prend la direction de Liège. Theo Stroven sort indemne de cette nouvelle tentative de meurtre. Elles sont vendeuses de prêt-à-porter féminin ou de chaussures pour dames et elles racontent toute la même histoire. Elles remettent de l'ordre dans la boutique ou elles font la caisse quand un client entre dans le magasin. Bonjour. Ils présentent bien, il n'y a donc pas de raison de se méfier. Cette personne est rentrée, a commencé à regarder là-bas un peu à l'avant du magasin comme s'il cherchait je sais pas, un objet à acheter. Il a commencé à regarder quelques vêtements comme un client tout à fait normal. Il est allé dans le fond du magasin, il m'a demandé s'il pouvait avoir une ceinture. Il dit bonjour poliment, demande à voir des vêtements pour sa petite amie, dit-il. Mais parfois, il ne prend même pas le temps de jouer au client et va droit au but. Tu me donnes tout. Je lui dis pardon. Et il m'a dit tu me donnes tout en brandissant un couteau. J'ai hurlé
pour voir s'il y avait quelqu'un devant le magasin qui puisse réagir. Tu me donnes tout. Là, il a mis le cutter sous ma gorge. Le braqueur utilise le plus souvent un couteau avec un manche en bois. D'autres fois, il brandit un cutter. Très prudent, il évite de toucher les objets et parfois il porte des gants en latex. Il m'a dit donne-moi ta caisse, donne-moi le fric, je dois nourrir mes enfants. Ou ces mots-là, plus ou moins, en tout cas. Fais vite, fais vite, fais vite. J'ai tout donné, j'ai jeté l'argent sur le comptoir et il est parti. À chaque fois, il prend tout le contenu de la caisse, y compris les pièces de monnaie. Va derrière, dépêche-toi. Si une réserve ou une pièce arrière existe dans la boutique, il y envoie l'employé avant de prendre la fuite, aussi calmement qu'il est entré. Le braqueur serait âgé entre 20 et 30 ans. Toutes les vendeuses attaquées font la même description. Grand, noir de peau, très mince. Il avait la peau, moi il me semblait comme mal rasée, enfin il y avait quelque chose sur sa peau. Le visage extrêmement fin, vraiment creusé au niveau des joues et le menton vers l'avant est assez carré. Sur la base de tous ces témoignages, ce portrait robot a été établi. L'agresseur mesurerait au moins 1m90 et il serait de corpulence mince, voire maigre. Quand il m'a poussé pour prendre l'argent, je voyais ses gants, donc il tenait à ce moment-là le couteau de la main gauche. Il m'a poussé et en fait même le gant, même son poignet flottait dans le gant en latex. Donc encore un signe de plus de sa maigreur, quoi. Les caméras de surveillance d'une boutique ont filmé l'agresseur en train de quitter un magasin. Il serait toujours habillé de façon soignée et porterait souvent un bonnet de type Rasta. Pas du tout prototype d'un gangster ou de quelqu'un qui braque des boutiques. Il n'avait pas d'accent, il était, donc je vous dis, très posé, très calme. Le braqueur a ainsi écumé un grand nombre de boutiques, essentiellement situées chaussée de Bruxelles à Waterloo et chaussée de Waterloo à Uccle. Au total, une vingtaine de magasins a été braqués entre janvier et fin septembre 2010. Nous voudrions savoir si il y a d'autres faits qui auraient pu être commis et qui n'ont pas été signalés à nos services, et également savoir si cette personne, qui a quand même un physique remarquable, aurait pu être aperçue, aurait été dérangée par la vidéosurveillance ou par une cause extérieure. Chaque fois, il repart avec un butin dérisoire, quelques centaines d'euros. On ignore s'il agit seul ou avec l'aide d'un complice. Ambiance de Noël dans le centre de la capitale, où plaisir d'hiver enchante les yeux et les palais. Mais attention, les malfaiteurs ne sont peut-être pas loin. Nous sommes Grand Place à Bruxelles et nous accompagnons un policier de la brigade pickpocket. Il va nous montrer comment les voleurs s'y prennent pour vous dépouiller lorsque vous ne dissimulez pas vos GSM et autres portefeuilles. Première démonstration, un vol avec un sac lesté. Donc je travaille avec un sac lesté, donc c'est un sac en plastique qui est lesté d'un objet pour lui donner un certain poids. Ça permet au sac d'avoir une certaine rigidité. Donc je vais détecter une victime potentielle, de préférence avec une poche ouverte parce que c'est plus simple pour travailler. Regardez bien ce qui suit. Notre inspecteur identifie un homme émerveillé par la crèche de Noël et va lui voler son téléphone portable. Donc la personne que je repère, c'est la personne ici devant la barrière. Voilà, il y a une poche ouverte, c'est magnifique. Donc je déplie discrètement mon sac lesté. Je vais me positionner à côté de la personne et à son insu, je vais aller dans sa poche et je vais lui voler son GSM que je vais emballer dans mon sac lesté et je peux aisément partir avec le GSM et la personne, comme vous avez vu, s'est rendu compte de rien. Autre cas de figure, vous êtes installé dans un établissement et vous avez déposé votre GSM sur la table. Observez les manœuvres des malfaiteurs qui cette fois agissent à deux. Donc un des deux pickpockets va attirer l'attention des victimes et pendant ce temps-là, le deuxième pickpocket va arriver, va dire merci beaucoup et l'objet est volé et personne ne s'est rendu compte de rien. La brigade pickpocket arpente plaisir d'hiver pour éviter aux distraits et autres touristes de se faire dépouiller. Leur conseil, éviter d'attirer l'attention des voleurs. Donc les conseils qu'on pourrait donner en matière de prévention seraient pour les dames de porter les sacs avec le rabat sur le côté intérieur, avec la tirette fermée. Et les personnes qui portent des sacs à dos, de porter les sacs à dos sur le devant du corps pour éviter qu'on puisse y chipoter par derrière, vu l'affluence de monde dans le cadre du plaisir d'hiver. Autre outil pour veiller à votre tranquillité, des caméras de surveillance.
Elle balaye les 2 kilomètres du parcours de plaisir d'hiver. Un opérateur peut à tout moment zoomer sur l'image et enregistrer les infractions éventuellement commises. S'il y a une alarme, par exemple une agression ou une attaque ou des coups et blessures, à ce moment-là, on peut immédiatement enregistrer les caméras et ces images pourront être exploitées plus tard dans le cadre de l'affaire judiciaire. Et ces caméras viennent en appui du travail de terrain des patrouilles qui sécurisent les rues de la capitale. Malgré le froid, ces 2 agents restent en contact avec les commerçants. Ça va toujours aussi froid ou vous arrivez à vous chauffer un peu? Vous avez un petit chauffage? Cette marchande, par exemple, signale que durant la nuit, des malfrats ont tenté de forcer la camionnette où ces marchandises sont entreposées. Merci, à bientôt. On se revoit. Hein. Si jamais aussi, il se passe encore quelque chose... Vous nous le dites, hein. Vous nous le signalez, vous n'hésitez pas. On est là pour ça. Ok, super. Au revoir. Au revoir. Toujours en duo, les policiers vont au contact des marchands ambulants, mais aussi des visiteurs. Une présence souvent dissuasive pour cet événement qui constitue une priorité de la zone de police cet hiver. On investit en personnel, donc il y a une vingtaine d'hommes en permanence sur les sites qui assurent la sécurisation physique des sites, comme les unités d'intervention ici derrière, le commande-car par exemple, mais également différents dispositifs d'équipe cynophile, donc un homme, un chien, pour sécuriser le site la nuit. Un plan de circulation complète ce dispositif policier. Il permet de maintenir un trafic fluide sur le site et aux abords du parcours de plaisir d'hiver. Le samedi 2 octobre vers 17h10, ces 2 hommes portant un casque de moto font irruption dans ce magasin d'Odmen situé avenue Louise à Bruxelles. Ils pointent leurs armes sur les clients et les font coucher à terre. L'un des individus demande au vendeur d'ouvrir la caisse. Il s'empare des billets et les place dans ses poches. Comme vous pouvez le voir, il est assez maladroit, de nombreux billets tombent à terre. Les 2 malfrats quittent calmement le magasin avant de prendre la fuite à bord d'une petite moto en direction de la place du Châtelain. Le premier homme était vêtu d'une veste de type blouson et portait un jean de couleur bleu-gris. Le deuxième individu à la peau claire, il portait une veste foncée et un jean bleu foncé. Vous reconnaissez ces hommes? Appelez-nous au 0800 91 119. Autre vol commis également le samedi 2 octobre à la librairie de la Place à Erqueline. À plusieurs reprises dans l'après-midi, l'employé reçoit la visite d'un même client. Vers 15h30, au moment de son 3e passage, l'homme lui demande un timbre, puis se dirige immédiatement vers l'arrière du comptoir. Il pointe son arme sur la jeune femme, lui fait ouvrir la caisse. L'employé n'oppose pas de résistance. Son agresseur lui fait croire qu'un complice est posté à l'extérieur. Après la caisse, il exige l'ouverture du coffre, les poches remplies de billets. Le malfrat prend la fuite à pied. L'auteur de ce vol est âgé d'une trentaine d'années, de type maghrébin, il mesure environ 1,70 m, est de corpulence mince et a les cheveux dégarnis. Il s'exprime avec un accent du nord de la France. Vous avez des informations sur cet homme, appelez-nous dès maintenant au 0800 91 119. Le mardi 12 octobre vers 17h, cette pharmacie située au numéro 60 de la chaussée de Florus à Charleroi est attaquée par 2 hommes. Pensant avoir affaire à des clients, la pharmacienne leur ouvre la porte. Les visiteurs sortent leurs armes, enfilent leur cagoule et emmènent sans ménagement leur victime au tiroir-caisse. Empoignée par l'un des agresseurs, le revolver pointé sur elle, la pharmacienne n'a d'autre choix que de laisser les 2 hommes s'emparer de tout l'argent. Le premier auteur, de type nord-africain, est âgé d'environ 25 ans et mesure 1,70 m. Il porte des cicatrices d'acné au visage. Le deuxième auteur, également nord-africain, est âgé de 25 à 30 ans, de corpulence mince. Il mesure environ 1,80 m. L'avenue de la Couronne à Bruxelles, c'est une après-midi a priori normale pour les employés de l'étude d'huissier Leroy et Associés. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, la dizaine de collaborateurs du bureau principal vaquent à ses occupations. Merci beaucoup, c'est très gentil. Sur ce, j'y vais, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Salut. Il est 15h30, Martine, terminant à cette heure-là son service, peut rentrer chez elle et profiter des rayons de soleil de cette belle journée du mois de juin. À peine sortie du bâtiment, elle a son regard intrigué par le comportement de 2 hommes qu'elle croise sur le trottoir. Donc moi, je quitte le bureau et je monte l'avenue de la Couronne et je croise 2 personnes. Que dire, il y en a un qui est plus petit que l'autre, qui a les traits très durs, très maigre mais très dur. Tous les traits sont très marqués.
Il parle, mais il a l'air assez nerveux. Il parle à l'autre, qui lui est un peu plus grand, aussi mince, mais avec des cheveux lisses et longs. Martine est loin d'imaginer que ces deux individus ont comme destination son propre espace de travail. Et ce n'est pas pour une visite de courtoisie. Masqués, déterminés, les deux hommes enjambent le mur d'un bâtiment dont ils semblent connaître tous les recoins. Agiles et précis, les deux malfrats n'ont plus qu'à se munir de leurs armes pour entrer en action. Bien, je vois un homme qui est en train de franchir la fenêtre, qui porte un bleu de travail, et c'est vrai que comme tous mes collègues, je me demande qu'est-ce qui se passe, c'est une blague, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout le monde à terre! J'en avais rien à foutre, c'est pas votre pognon! Ce n'est qu'au moment où il se reste debout sur le bureau en sortant son revolver qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit tout le monde à terre! À terre! À terre, mon Dieu! Surprise par des cris inhabituels, Josiane comprend malheureusement trop tard qu'un drame est en train de se jouer. Voyant ses collègues couchés au sol, elle referme la porte juste à temps pour ne pas être repérée par le malfrat. Déjà devant l'ascenseur, déterminé à obtenir les clés du coffre, le malfrat revient vers les autres otages. Où sont les clés? Bordel, où sont les clés? Une main se lève. Je sais où elles sont. Celle de Julie qui se dévoue pour les conduire au contenu du coffre. Donne-moi le sac. Allez, viens. Tu vas m'emmener. Dépêche-toi. Allez. T'as pas intérêt de faire la maline. Je suis en mode action, donc je me dis il faut que je fasse tout pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de catastrophe. Donc à ce moment-là, j'ai pas peur. C'est par là. Julie fait de son mieux, garde son sang-froid. Mais le malfrat, pressé, commence à perdre patience. Ouvre la porte. Y'a pas de lumière? Ça vient. Allume. Ça s'allume. Allez, ouvre ce coffre. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Rien s'ouvrir. Enfin, la porte s'ouvre. Pour Julie, c'est le soulagement. Mais pour le malfaiteur, le butin n'est pas suffisant. Et il est où le reste de l'argent? Il reste le petit coffre avec un peu de monnaie. Quel coffre? Ici, tiens. Les yeux braqués sur les autres otages, son complice s'impatiente. T'en es où? C'est le pognon. Allez, avance. Avance. T'es sûr qu'il y a plus de fric? T'es dans la caisse, là, le tiroir. Jusqu'ici sereine, Julie est désormais prise d'angoisse. Et là, j'ai peur qu'ils m'emmènent avec eux. Donc j'ai peur pendant une minute, même pas une minute, pendant quelques secondes, le temps de parcourir le couloir, d'être prise en otage cette fois-ci et qu'ils m'emmènent avec eux. Et puis bon, ils me font me coucher ici avec mes collègues, donc là c'est bon, je suis rassurée. Les deux hommes partent donc seuls, sans otage. Ils empruntent le même chemin qui les avait conduits à l'étude. Très vite, ils enjambent le mur, mais à l'intérieur, personne n'ose encore tenter quoi que ce soit. On peut se relever. Le cauchemar s'achève enfin pour les employés. Leurs agresseurs quittent les lieux. Julie et ses collègues peuvent enfin se réconforter. Ils restent très secoués par les événements. 3 personnes qui pleurent et les autres qui les rassurent en disant que personne n'était blessé et qu'il n'y avait rien de trop fondamentalement grave qui nous était personnellement arrivé. Parmi vos collègues, certains ont-ils été choqués? Plusieurs ont été assez fort choqués. Certains pleuraient pendant l'intervention et d'autres sont restés pendant plusieurs jours très bouleversés. À l'extérieur, une couturière dont l'atelier donne sur l'avenue de la Couronne remarque le manège étrange des deux individus.
Elle les perd de vue lorsqu'ils prennent la direction du boulevard Général Jacques, un carrefour très fréquenté. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Martine, qui avait quitté le bureau vers 15h30, fait immédiatement le rapprochement avec les deux hommes qu'elle avait croisés. Non, c'est le premier flash que j'ai eu, les deux personnes que j'ai croisées en quittant le bureau. Pour moi, c'était... Je ne garantis pas que c'est eux, mais j'ai directement pensé à eux. L'un des deux hommes est âgé entre 20 et 25 ans. Il mesure 1,70 m, porte des cheveux brun foncé. Son visage est squelettique et anguleux. Nous recherchons des personnes qui étaient dans les environs de l'avenue de la Couronne le 23 juin 2010 entre 15h30 et 16h et qui auraient pu voir deux hommes suspects habillés en salopette bleue de travail avec un sac de sport qui avait des comportements suspects, qui n'avaient pas vraiment le visage sympathique et qui à un moment donné ont pris la fuite vers une direction qu'on ne connaît pas, peut-être à bord d'un véhicule. Ils auraient peut-être pris le tram ou un autre moyen de locomotion et cela on aimerait bien savoir. Les deux malfrats semblaient bien renseignés. Ils ont en effet choisi le jour où beaucoup d'argent liquide reposait dans le coffre de l'étude. Mais depuis, la sécurité a été renforcée. Aujourd'hui, il ne serait plus possible de commettre un vol dans de telles circonstances puisque très vite après les faits, nous avons reçu la visite de la police qui nous a conseillé à la fois de placer des grilles à l'arrière du bâtiment pour éviter les accès de l'extérieur vers l'intérieur, mais également de renforcer le système de vidéosurveillance à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Et enfin, pour limiter au maximum toute manipulation d'argent liquide, nous avons fait placer un terminal banc-contact. Des mesures de sécurité accueillies avec soulagement par les employés. Leurs agresseurs, toujours en fuite, auraient bien du mal à leur rendre une seconde visite. Coralie apprend le violon depuis plusieurs années. Tous les lundis, elle suit une leçon et elle progresse semaine après semaine. Mi particulièrement bas, mi, sol et soutient le son sur le sol. Voilà, au revoir. J'allais au cours de violon parce que c'était ce que j'aimais et voilà. D'habitude, la maman de Coralie ne s'éloigne pas de l'académie. Mais ce soir-là, elle doit absolument rentrer chez elle. Je suis retournée exceptionnellement à la maison pour le travail et je me suis rendu compte que j'allais arriver en retard. Donc je lui ai envoyé un SMS que je serais une demi-heure en retard. Et comble de malchance, le cours se termine un petit peu plus tôt que d'habitude. Nous sommes en octobre, il fait sombre, de nombreux parents sont déjà venus chercher leur progéniture, quand soudain... J'ai pas eu le temps de me rendre compte de quoi que ce soit, ça a été tellement vite, j'imaginais pas. Coralie est menacée par 3 hommes. Désespérée, elle tente d'attirer l'attention de quelqu'un, mais en vain. L'un des agresseurs prend connaissance du SMS. Sa maman n'est pas prête d'arriver. Ok, on a une demi-heure, on peut y aller. L'adolescente est embarquée de force. Elle est coincée sur la banquette arrière aux côtés de 2 inconnus. Pendant que la voiture fonce, la jeune Coralie subit le pire durant une vingtaine de minutes. Après leur méfait, les 3 violeurs retournent devant l'académie et jettent littéralement la jeune adolescente sur le trottoir. Enfin, c'est un peu comme s'ils en avaient fini et plus besoin, quoi. L'adolescente est sous le choc. Elle se sent honteuse, salie. Ses agresseurs avaient menacé de la tuer ainsi que ses parents. Elle choisit de porter ce secret pendant des mois. Avec l'horreur qu'elle avait vécue, elle n'avait pas peur de mourir. Elle avait juste peur que papa et maman soient morts et que son frère et sa sœur se retrouvent seuls. Ces 3 agresseurs sont âgés entre 18 et 20 ans, tous habillés d'un jean et d'un t-shirt. L'un d'eux est chauve et assez corpulent. Un autre porte les cheveux très courts et serait de type méditerranéen. Le jour des faits, il se déplace à bord d'une Peugeot 306 de teinte rouge bordeaux. Pour les aider, les enquêteurs souhaiteraient entrer en contact avec le conducteur du véhicule, Citroën Picasso. Cette personne a peut-être vu les auteurs, a peut-être vu le numéro de plaque du véhicule et il ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on a emmené une jeune fille. Coralie est convaincue que ces violeurs ont fait d'autres victimes et elle aimerait de tout cœur qu'ils soient identifiés et appréhendés. C'est important pour me reconstruire, continuer à vivre et qu'on
qu'on les retrouve et qu'on les punisse pour ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils soient punis, parce que ce qu'ils ont fait est odieux. Ils ont détruit ma fille, ils ont détruit la vie de famille, et je pense qu'ils détruisent encore beaucoup d'autres jeunes filles. Meurtrie dans sa chair, Coralie a perdu la confiance en elle et son innocence. Depuis, les autorités communales ont équipé l'académie de Binche de caméras de surveillance pour éviter que d'autres jeunes filles subissent le même sort. La gare du Nord, un lieu emprunté chaque jour par des milliers de navetteurs. C'est aussi le refuge de dizaines de SDF et de demandeurs d'asile venus s'abriter contre le froid. Estia, une cellule de la police des chemins de fer, a en charge le contrôle de ces sans-abri. L'équipe patrouille dans les gares et métros de la capitale, comme ici, station de la Bourse. Tout se passe bien pour vous? Un rassemblement éveille leur attention. On autorise les gens à boire, mais bon, il y a quand même une certaine propreté à respecter. Et donc, on attend des gens que dès qu'ils ont terminé une canette, que la canette part à la poubelle. Et surtout, on ne fume pas dans les stations. Un peu plus loin, les policiers s'inquiètent pour ce SDF réfugié dans sa couverture. On va voir votre visage. On voulait juste voir que vous êtes encore vivant. Vous m'avez fait peur 2 minutes et je croyais que vous respiriez plus. Ça va? Non, ça va, tu peux rester. Hein. De par l'addiction à l'alcool, il suffit, et de par les températures, la combinaison des deux pourrait provoquer un état d'hypothermie irréversible. Donc on se doit de s'assurer que la personne est toujours en vie. Et si jamais on constate qu'au niveau de ces signes de vie, ça commence à faiblir, on se doit d'aviser le plus rapidement possible les services de secours. Vers minuit et demi. Venir en aide à ces hommes et ces femmes qui affrontent avec difficulté les températures de l'hiver, c'est l'une des tâches essentielles de la cellule Estia, créée tout récemment. Nous restons policiers, mais nous sommes vraiment, intermédiaires entre ces personnes-là et les différents services concernés, donc les services sociaux, voire des cellules spécialisées, voire la Croix-Rouge. Derrière cette discrète porte se trouve le commissariat de la gare du Nord. Ce jour-là, Claudia a rendez-vous avec l'équipe Estia. Merci beaucoup. Ça va bien, Claudia? Ça va? C'est un peu dur, mais ça va. Chaque mercredi, les policiers assurent une permanence pour les SDF. C'est ici que leurs documents sont mis en règle. Tous les jours, ah ouais. Mon collègue Olivier va reprendre une photo. Olivier, t'as plan? Si je vis mes conditions, hein. J'ai fait mon travail, hein. Je te l'avais dit, hein. Tu crois, toi? Comment je dis je bouge, hein. Veux-tu bien enlever ton bonnet, s'il te plaît? On va faire une photo. Fais chier, hein. Des formalités qui, à force de se répéter, irritent parfois les sans-abri. Mais Claudia en convient, ce commissariat lui est vital. S'il n'y a pas de commissariat ici, hein, c'est la merde. Pourquoi? Parce qu'on est sans papier. On est SDF. Si monsieur me fait pas une carte d'identité, là, pour aller à la poste, hein, je touche pas un franc, moi. Même les autres personnes. Une carte d'identité, Claudia, c'est une attestation de perte. Ouais, mais parce que pour l'instant, j'ai pas ma carte d'identité, ma convocation. Non, mais ça va suivre, c'est une chose à la fois. Fin de la journée, Gérard, son compagnon, l'attend à la sortie. Où est-ce que vous allez ce soir? Où est-ce que vous dormez ce soir? On va se débrouiller. Où il y a place? Parce qu'il faut se cacher. Il faut se cacher pour dormir, pour être en sécurité. Se cacher, c'est-à-dire? C'est-à-dire... Les voleurs, les pickpockets, les coups de couteau et... Mais non, vous ne savez pas dormir dans certains endroits sans avoir un petit quelque chose comme ça sur vous. Autrement... Nous retrouvons Gérard quelques heures plus tard à la station de métro de Brouckère. C'est ici qu'il passera la nuit. Pour leur sécurité, les sans-abri n'ont d'autre choix que de dormir groupés. Un peu plus tard en soirée, on repassera faire un tour pour voir si tout est tranquille. Affaiblis par leur santé et la consommation d'alcool, les SDF constituent une cible idéale pour leurs agresseurs. On a toujours un œil ouvert par sécurité. Parce qu'on a dans nos poches, on a nos téléphones, on a nos portefeuilles. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, on doit faire attention à notre pièce d'identité. Parce que là, ils peuvent nous prendre et s'en servir pour n'importe quoi. Ce soir, ces sans-abri se relayeront pour monter la garde, prêts à alerter les secours dès que la menace se fait sentir. La nuit est tombée sur Bruxelles, la gare du Nord s'est vidée de ses navetteurs, mais pas des SDF.
La lutte contre le froid ne fait que commencer. J'ai l'habitude, je suis né en Belgique. Le froid, disons que j'ai plus l'habitude que les autres, quoi. Que d'autres personnes, plutôt. Mais j'ai vu des enfants, des femmes, des enfants, ici dans la gare, qui ont vraiment caillé, comme on dit. L'étage en dessous, la Croix-Rouge a aménagé un espace chauffé. Parmi les occupants, beaucoup de demandeurs d'asile. Cette nuit-là, ils pourront enfin dormir au chaud. 12h30, ce 28 mai 2010. Charles, employé au magasin de bricolage Orga de Hoé, sent la faim le tenailler. La dernière cliente du matin s'en va et Charles verrouille la porte d'entrée coulissante. Le gérant rentre déjeuner à son domicile, l'employé est seul dans le magasin. Il se dirige vers la petite cafétéria et déballe son sandwich. Charles a l'habitude de laisser la porte entrouverte afin d'entendre ce qui se passe dans la grande surface. Et vers 12h40, des bruits perturbent son déjeuner. Inquiet, le jeune homme décide d'aller voir. Personne dans la première partie du bâtiment. En revanche, alors qu'il arrive dans la nouvelle extension, il distingue deux individus, sans doute entrés par le chapiteau. Eux aussi l'ont vu et l'interpellent sèchement. Bouge pas! Toi, viens ici! J'ai dit d'ouvrir la caisse, putain! La clé se trouve sous le comptoir. L'employé la cherche nerveusement, fébrilement, sans résultat immédiat. L'un des malfrats s'énerve. C'est mes chevaux, j'ai dit! La clé! Vas-y, tu me remplis ça! À l'intérieur du tiroir caisse, quelques 700 €. Pas de quoi remplir le sac plastique trouvé sur place. C'est tout! Oui. Y'a pas de quoi? Non! Allons, on y va! C'est trop peu au goût des malfrats. De plus en plus nerveux, il bouscule Charles et le frappe une deuxième fois à l'arrière de la tête. L'employé perd connaissance. Concernant le premier auteur, donc c'est une personne de type masculin, corpulence assez athlétique, mesurant entre 1,80 m et 85 m, s'exprimant en français. Donc pas d'accent, type sûrement européen. Le deuxième auteur, beaucoup plus petit, également habillé de vêtements sombres, avec ici une particularité, il avait un accent d'origine marseillaise. Vers 12h40, à proximité immédiate du magasin, une conductrice a l'attention attirée par une camionnette blanche. Celle-ci emprunte à vive allure le sens interdit situé à la sortie de la grande surface. C'est un véhicule assez particulier qui a été repéré vraiment au moment où les faits allaient se commettre en tous les cas. Et ce véhicule est arrivé ici par en fait le sens interdit qui mène à la sortie en fait du magasin Orga. Et ce véhicule avait la particularité d'être assez ancien, un véhicule blanc, tôlé, parsemé de taches de rouille, avec des inscriptions bleues mais qui n'ont pas été bien définies. D'après notre témoin, ce véhicule pourrait correspondre à un véhicule de marque Bedford, donc vraiment un véhicule assez ancien comme modèle. À l'intérieur du magasin, Charles est toujours inconscient. Il ne reprendra connaissance qu'à l'arrivée de son patron, vers 13h30. Au moment où je suis entré, je me suis d'abord demandé ce qui s'était passé, parce que quand je rentre par le petit côté là, j'ai aperçu de loin que tout était par terre, que l'écran d'ordinateur pendait, que la caisse était ouverte. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui s'était passé. Et c'est par après que, quand je me suis avancé, j'ai découvert mon employé qui était inanimé, allongé sur le sol. Depuis ce vol, le magasin est équipé de caméras de surveillance et l'on vérifie désormais scrupuleusement la fermeture de toutes les portes. Sivry-Rance, une avenue tranquille dans un quartier sans histoire. Et pourtant, c'est ici que s'est joué un drame mystérieux il y a près d'un an. Le dimanche 30 janvier au soir, les corps sans vie de Roger Ed et Josiane Lemaire sont retrouvés dans leur maison. C'est ma sœur qui m'a prévenue. Elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle se trouvait ici, que maman était dans une mare de sang. C'est parce qu'elle était sans nouvelles de sa maman depuis 2 jours que l'une de ses filles s'est rendue sur les lieux. En montant dans la chambre, elle retrouve sa mère, abattue froidement d'une balle dans la tête. Le corps de Roger Ed, son compagnon, gît au pied des escaliers de la cave. Lui aussi, touché d'une balle dans la tête, une autre dans le thorax. Leur mort remonte sans doute au samedi soir. Pour les familles, c'est l'incompréhension.
Pour moi, oui, ça fait partie des choses qui n'arrivent qu'aux autres, que l'on voit à la TV, qu'on lit dans les journaux. Jamais je n'aurais pu imaginer que ça puisse arriver. Qui donc a pu abattre sauvagement les deux septuagénaires et pour quel motif? Le mystère demeure entier. Sur la porte, aucune trace d'effraction, ce qui laisse à penser que Rogiette connaissait son agresseur. Dans la maison, aucun objet de valeur ou presque n'a été emporté. Ce sont les armes détenues par Roger Head qui intéressaient sans doute le tueur. Il s'est emparé de 2 carabines de type Winchester. Maintenant, nous savons également que M. Head disposait d'autres armes chez lui, notamment de plusieurs fusils de chasse, une carabine 22 longue et des armes de poing dont malheureusement les témoins n'ont pas pu nous apporter le moindre élément en rapport avec la marque, l'identification ou quoi que ce soit. Le meurtrier semblait donc avoir connaissance de la collection de la victime. Mais un vol d'armes justifie-t-il pour autant de tuer de sang-froid les occupants des lieux? Mis à part des conflits de voisinage sans importance, Roger Head n'avait aucun ennemi sérieux. D'après sa famille, il aimait beaucoup les contacts humains. Que ça se passe en ville, à la campagne, dans les bois, à la caisse d'un grand magasin, automatiquement, dès que quelqu'un croisait son regard ou répondait à son bonjour, ça y est, la conversation était engagée. Josiane Lemaire, l'autre victime, s'était récemment installée chez Roger Head. Aujourd'hui encore, ses enfants restent abattus par sa disparition. C'était une femme très gentille, très aimable, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Je voudrais qu'elle soit toujours auprès de nous, auprès de sa famille, ses petits-enfants. Qu'elle profite de la vie. Elle a le droit d'être heureuse. 11 mois après les faits, toujours aucun témoin, toujours aucun suspect. Une situation qui empêche les familles de faire leur deuil. C'est surtout la colère de ne rien avoir maintenant. Je crois que cette colère-là est beaucoup plus forte que la colère de savoir que quelqu'un a fait ça, en fait. C'est le fait d'avoir encore rien trouvé et de ne pas savoir ce qui s'est passé. Mais l'enquête pourrait progresser grâce à un témoin qui a rencontré Roger Head 3 mois avant le drame. Selon un témoignage recueilli, M. Head a reçu la visite d'un particulier désireux de lui acheter une arme. Nous savons que la transaction ne s'est pas faite. Je ne sais pas pour quelle raison, mais toujours est-il que cette personne nous a été décrite par le témoin comme un monsieur relativement âgé, assez grand, mesurant certainement 1m90 et porteur de lunettes. Il pourrait s'agir, je le dis bien au conditionnel, d'un ancien chasseur ardennais qui aurait fait son service militaire peut-être avec M. Head, puisqu'il a servi dans cette arme-là. Ce témoin pourrait donc aider les enquêteurs à identifier les armes que possédait Roger Head. Une piste qui peut-être dissipera l'épais brouillard entourant le double meurtre de Sivry-Rance. Or, les 2 hommes ne sont parvenus à allumer qu'un petit feu. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils avaient prévu. Prenant le risque de se faire repérer sur cette route assez fréquentée, même la nuit, il tente alors un nouvel essai. Je me réveille avec le bruit de la détonation. Je saute de mon lit paniqué. La porte s'ouvre et la fumée s'échappe directement. Quand on était à l'étage, on a entendu la voiture s'en aller. Le véhicule des suspects prend la direction de Liège. Théo Stroven sort indemne de cette nouvelle tentative de meurtre. Elles sont vendeuses de prêt-à-porter féminin ou de chaussures pour dames et elles racontent toute la même histoire. Elles remettent de l'ordre dans la boutique ou elles font la caisse quand un client entre dans le magasin. Bonjour. Ils présentent bien, il n'y a donc pas de raison de se méfier. Cette personne est rentrée. Tu es Théo Stroven, mais cette fois, la méthode a changé. Le carburant qu'il déverse dans le soupirail doit provoquer un brasier et piéger la victime dans son sommeil. Le premier auteur est âgé de 20-25 ans. Il porte des cheveux courts noirs, est athlétique et de corpulence mince. Au moment des faits, il portait une veste de training foncé avec 3 lignes blanches sur les manches. Un petit logo à l'avant
et un grand dessin visible à l'arrière, probablement l'image d'un animal. Le deuxième auteur est âgé de 25-30 ans, a des cheveux noirs, il est de corpulence normale et était vêtu cette nuit-là d'un polo et d'un pantalon noir. Les auteurs se sont rendus sur place à bord d'un véhicule de type Seat Altea qui était muni d'un attache-remorque. Après 3 quarts d'heure, Saint-Tron, nous sommes à quelques mètres de l'église d'Engelmannshoven sur la chaussée de Liège. C'est ici que vit Theo Stroven. J'avais ici une belle vie. Il n'y avait rien d'anormal. Je n'ai jamais eu de problème avec personne. Rien. Jusqu'au 2 septembre. Ce jour-là, en 2008, sa vie va basculer. Sans soupçonner quoi que ce soit, je vais ouvrir la porte et demander ce qui se passe. Il y avait un homme propre, bien soigné. Un gentil jeune homme qui me dit « Je viens payer le loyer de mon frère ». Entre-temps, je réfléchissais. Je me dis « Ça n'est pas possible, il était en train de mentir ». Il est devenu nerveux et m'a demandé comment je m'appelais. Je lui réponds « Theo Stroven ». Là, il a regardé un morceau de papier qu'il avait en main. Puis, il a mis sa main dans sa poche en faisant quelque chose. Et là, j'ai vu son revolver. Je me suis dit « C'est quand même pas possible ». Je cours ensuite vers le grand miroir. J'avais ici une douleur aiguë. Je me tourne vers lui et il tire à nouveau. Là, vous êtes comme un animal sauvage en pleine panique. Vous ne voulez pas mourir, mais c'est ce qui se passe. L'homme d'origine étrangère parlait le français avec un accent. Ce qui était frappant, c'est qu'il portait son arme dans sa main gauche. Et on ne sait pas comment il est arrivé sur place. Une fois remis sur pied, Theo Stroven prend des mesures de sécurité en plaçant chez lui des caméras de surveillance. Un choix intelligent, car un an plus tard, le 14 juillet 2009, ces caméras enregistrent un manège inhabituel. Vers 3 h du matin, un véhicule s'arrête devant son habitation. Deux hommes sortent calmement de la voiture. Ils ont la ferme intention de tuer. A commencé à regarder là-bas un peu à l'avant du magasin, comme s'il cherchait, je sais pas, un objet à acheter. Il a commencé à regarder quelques vêtements, comme un client tout à fait normal. Il est allé dans le fond du magasin, il m'a demandé s'il pouvait avoir une ceinture. Il dit bonjour poliment, demande à voir des vêtements pour sa petite amie, dit-il. Mais parfois, il ne prend même pas le temps de jouer au client et va droit au but. Tu me donnes tout. Je lui dis pardon. Et il m'a dit, tu me donnes tout en brandissant un couteau. J'ai hurlé pour voir s'il y avait quelqu'un devant le magasin qui puisse réagir. Tu me donnes tout. Là, il a mis le cutter sous ma gorge. Le braqueur utilise le plus souvent un couteau avec un manche en bois. D'autres fois, il brandit un cutter. Très prudent, il évite de toucher les objets et parfois il porte des gants en latex. Il m'a dit... donne-moi ta caisse, donne-moi le fric, je dois nourrir mes enfants, ou ces mots-là, plus ou moins, en tout cas. Fais vite, fais vite, fais vite. J'ai tout donné, j'ai jeté l'argent sur le comptoir et il est parti. À chaque